Ok, bah, bienvenue à tous en tout cas et merci d'être venus. Donc ce petit webinaire qui est organisé conjointement avec AMD. Donc dans un premier temps, moi je vais vous présenter un peu des solutions et des idées de CRSI, notamment au niveau de la densification et efficacité énergétique. Et dans un deuxième temps, Cyril vous parlera un peu des solutions AMD. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de vous parler un peu des synergies technologiques que nous avons avec AMD, donc dans nos solutions serveurs et eux forcément plus au niveau du processeur. Donc moi je suis Jean-Jacques Chanu, Product Manager Data Center chez DCRSI. Donc j'ai rejoint DCRSI il y a à peu près un an maintenant. Donc dans un premier temps, comme je vous le disais, c'est moi qui vais commencer. Ensuite, vous aurez une présentation de Cyril Laurie, qui est Senior Manager avant-vente chez AMD. Donc nous allons commencer juste pour ceux qui ne sont pas familiers avec 2CRSI à vous présenter brièvement l'entreprise. Donc 2CRSI, c'est une entreprise française qui est basée à Strasbourg. Et nous sommes spécialisés dans la conception, la fabrication et la commercialisation de serveurs informatiques. La particularité de CRSI, c'est déjà de fabriquer en France la plupart de ces produits, mais aussi nous sommes véritablement énormément portés en fait sur les solutions de refroidissement alternatifs telles que le Direct Liquid Cooling ou DLC ou l'immersion. Il faut savoir aussi que nous sommes implantés en France, mais aussi à l'étranger, car nous avons aussi nous avons aussi des bureaux en fait en Amérique du Nord et en Asie. À noter aussi que nous ne sommes pas juste fabricants de matériel informatique. Nous avons aussi dans le groupe de CRSI un data center en fait nommé Green Data qui est situé à Nanterre en région parisienne. Donc, dans un premier temps, il faut aussi comprendre ce qu'on appelle densification d'un data center. Donc, clairement, densifier un data center, c'est quoi? Bah, c'est optimiser l'espace et les ressources. Donc, optimiser cet espace et ses ressources, c'est optimiser l'utilisation de l'espace, de l'énergie dans un data center pour augmenter sa capacité de traitement et de stockage sans augmenter de manière significative la surface physique du data center. Donc, l'idée, c'est de dire comment je vais réduire en fait mon empreinte physique tout en maintenant un certain niveau d'exploitation. Donc ça vise quoi? Ça vise à maximiser l'efficacité opérationnelle et surtout à réduire les coûts. En effet, moins on va avoir d'équipement, plus cela signifie une infrastructure qui est plus légère, et donc nécessairement on va avoir moins de câblage, moins de réseau, moins de raccordement électrique, et aussi cela du coup permet une économie d'échelle parce qu'on a moins d'équipements en fait, tous ces équipements qui sont autour en fait de l'IT, on en a moins besoin. De la même façon, la maintenance et l'exploitation du data center sera facilitée. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc la densification, bien entendu, elle vient du fait qu'il y a des impératifs technologiques, mais elle vient aussi de cette envie-là, en fait, d'optimiser les ressources. Comme on peut le voir sur ce slide, en effet, on a des CPU et des GPU qui ont tendance à être de plus en plus gourmands d'un point de vue électrique. Et ça s'accélère et visiblement c'est pas prêt de s'arrêter. Donc aujourd'hui on arrive en fait avec des solutions qui sont de plus en plus gourmandes et qui deviennent très difficiles à refroidir avec des systèmes, j'ai envie de dire traditionnels en air avec des cracks ou ce genre de technologie. Donc ça demande un peu de réfléchir à notre façon de refroidir et d'intégrer en fait ces technologies au sein de nos data centers. Le deuxième graphe ici montre aussi que nous avons aussi une augmentation très nette du prix de l'électricité. Donc ici, ça c'est pour la France, mais c'est globalement la même chose en Europe, hein. Et donc ça devient aussi une nécessité pour tous ceux qui veulent réduire leurs coûts. Donc vraiment, on est dans une tendance qui, j'ai envie de dire, est pas près de s'arrêter parce que les CPU et les GPU consomment de plus en plus et en plus, cette consommation nous coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui,
ce qu'on pourrait appeler les défis de la densification, c'est que d'un point de vue, j'ai envie de dire, d'une utilisation globale, alors qu'il y a quelques années, on avait des racks qui pouvaient atteindre un budget de puissance de l'ordre de 7 kW à 10 kW, on va dire maximum. Déjà 10 kW, c'était quand même déjà un rack qui était très chargé. Aujourd'hui, on va plutôt être de l'ordre de 17 kW à 20 kW, donc en air, pour un rack. Donc ça nécessite nécessairement des adaptations. Euh, il faut savoir que lorsqu'on parle de consommation énergétique des data centers, donc là on peut voir en fait sur le graphe là, sur la droite, euh, que depuis 2015 jusqu'à à peu près cette année, euh, on a 60% d'utilisateurs Internet en plus. On a aussi un trafic Internet qui a été multiplié par plus de 4 et généralement une charge sur les data centers qui est à peu près à 2,6 fois plus importante qu'en 2015. Et pourtant, l'énergie utilisée par ces data centers, elle a seulement augmenté de 60%, malgré quand même un workload beaucoup plus important. Cela est dû notamment au fait que les data centers et quand même, ont beaucoup travaillé en fait sur l'efficacité énergétique de leur plateforme, puisque là on peut voir que depuis 2007, par exemple, le PUE a été pratiquement divisé par deux. Donc le PUE, c'est l'efficacité énergétique des data centers. Donc, c'est-à-dire que pour un watt que je fais rentrer dans mon data center, combien de watts j'utilise réellement pour l'IT? Donc, plus ce chiffre est proche de 1, et plus ce PUE est bon, hein. Donc, c'est ça l'idée. Donc, quand on voit en fait le contexte j'ai envie de dire de matériel qui consomme de plus en plus et le coût qui augmente, on voit qu'en fait l'industrie du data center n'est pas restée les bras croisés et a quand même relativement bien réagi. Donc là, ce qu'on peut voir en fait sur ces fameux points de convergence, c'est que ce que recherche l'industrie dans la densification, euh, c'est des moyens de refroidissement plus efficaces parce que c'est une bonne partie du coût d'un data center, hein. Aujourd'hui, on considère que le coût de refroidissement d'un data center, en tout cas au niveau du rack, est d'environ 30% du coût d'exploitation. Mais aussi des serveurs haute densité, soit CPU, GPU, FPGA, par unité de rack. L'autre moyen qu'on va avoir de densifier énormément aussi, c'est que par CPU aussi, on veut de plus en plus de cœurs, ce qui va nous permettre d'avoir effectivement aussi un gain énergétique, comme on le verra plus tard, et un gain de place. Donc, pour ça, pour pouvoir permettre ça, nous de CRSI, on a donc travaillé sur des systèmes de cooling qui sont différents. Donc, par exemple, on a retravaillé des systèmes en air cooling traditionnel, j'ai envie de dire, mais en rajoutant un fan wall. Donc, ça, c'est un des exemples. Ce fan wall, donc ça veut dire des gros ventilateurs à l'arrière qui nous permet donc d'avoir un flux d'air qui est plus important que de simples ventilateurs à l'intérieur des serveurs et qui va nous permettre de faire l'économie de beaucoup de petits ventilateurs et à la place, on va en avoir des plus gros. Donc, on arrive dans cette économie d'échelle où finalement on a beaucoup moins de ventilateurs et qu'on remplace par des très gros. Donc ça veut dire une maintenance plus efficace, quelque chose aussi de beaucoup plus fiable, et surtout un gain d'espace parce qu'on va pouvoir densifier cette solution parce qu'on arrive à un rack qui va être à peu près à 25 kW en air. Avec 96 nœuds, donc ce qui est quand même pour un rack relativement important. On a même fait une projection justement avec les nouveaux AMD Sienna. Donc avec le 8324 PN, nous pourrions, dans ce type d'équipement, équiper 3072 cœurs. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très dense qui convient tout à fait à cette idée de gain d'espace, d'économie d'échelle et d'optimisation des coûts et d'optimisation énergétique. Car il faut savoir aussi qu'utiliser des gros ventilateurs au lieu de petits ventilateurs vous fait une économie aussi au niveau de l'efficacité énergétique. L'autre technologie dans laquelle on travaille énormément et où on a des produits, c'est le direct liquid cooling. Donc le direct liquid cooling, c'est en gros du water cooling. Donc ça veut dire qu'on va venir mettre un water block sur les points chauds du serveur. Donc principalement le CPU ou les CPU et le GPU.
Là-dedans, on arrive aujourd'hui avec ce type d'équipement à une densité de puissance beaucoup plus importante encore qu'en air, puisqu'on va pouvoir atteindre les 45 kW par rack à peu près. Il faut savoir que cette limitation aujourd'hui, elle est due aux demandes qu'on a de nos clients, mais potentiellement, nous pourrions monter aux alentours de 80 kW par rack à peu près, et nous faire gagner encore un gain d'espace assez important de l'ordre de 40% sous les meilleures conditions. De la même façon, nous avons fait donc une projection sur ce type de serveur là que nous avons. Donc ça, ce sont des serveurs 1U de Node, biprocesseurs. Donc nous pourrions avoir avec l'AMD EPYC 9454 4608 cœurs environ sur ce type d'équipement. Donc on est vraiment encore un cran au-dessus au niveau de la densité et de cette efficacité énergétique que l'on recherche énormément. La prochaine technologie, donc, c'est l'immersion. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'immerger des serveurs donc, dans des bacs d'huile. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes aussi exploitants de data centers. Donc, nous avons notamment une salle dédiée à l'immersion pour nos clients, dans lequel nous immergeons nos propres serveurs. Nous les vendons aussi aux personnes intéressées. Là, on arrive vraiment encore sur une densité encore plus élevée, puisque là, on est à peu près à 100 kW par rack si nous avons un rack à peu près équivalent de 42 OU, 42 unités de rack. Et donc là, on arrive à encore plus de gains au niveau d'espace et de puissance, parce que nous arrivons à 11 520 cœurs avec un AMD EPYC 9454, par exemple. Le type de produit qu'on met dans nos racks, parce que là je vous ai montré donc un bout d'infrastructure, hein, on va dire le rack, c'est en DLC généralement ce qu'on utilise énormément, c'est des 1 OU. Donc pourquoi je dis OU? Parce que nous utilisons beaucoup des form factors Open Compute pour ceux qui connaissent. Donc ça veut dire que l'unité de rack est légèrement plus grande, plus haute, notamment, et la distribution électrique aussi est légèrement différente. Donc, dans le cas du DLC, nous avons des solutions en 1 OU, 2 nodes et dual socket. Donc, c'est là qu'on arrive quand même à avoir une certaine densité. Nous avons aussi en air des solutions 1U dual socket avec 4 FPGA. Par contre, forcément, vu qu'on est en air, on va avoir des limitations en termes de TDP sur ces FPGA. Donc, on ne va pas s'amuser à mettre des H100 dans ce type de produit. Par contre, pour ceux qui ont des besoins en GPU, nous avons des 1U dual socket 4 GPU qui sont faits pour l'immersion, donc qui sont en 21 pouces pour ce produit-là, mais il existe une version 19 pouces, mais qui ne va pas avoir en fait ce petit stockage que vous pouvez avoir sur la gauche. Ensuite, en air, en immersion, nous avons donc cette version de serveurs donc, qui sont en 1 OU ou 3 nodes, soit monosocket, soit dual. Donc, dès qu'on va être en dual socket, nécessairement, nous allons être en immersion. Mais nous sommes capables, en fonction du TDP que va avoir le processeur, de les mettre en air. Donc, on va se retrouver avec quand même sur un rack, un full rack, sur une densité qui est quand même très très large. Lorsqu'on va parler de ces systèmes de refroidissement immersif, ici, je vous propose un peu un cas d'usage, un comparatif entre un data center traditionnel et un en refroidissement en air, et un qui utilise l'immersion. Donc, ce qu'on peut voir principalement, c'est que dans le cas de l'immersion, le coût du refroidissement ne va coûter à peu près que 2% des frais de fonctionnement, contre 30% pour le refroidissement en air. Et surtout, on le retrouve notamment au niveau du PUE. Donc, à noter que ce PUE est un PUE calculé au niveau du bac ou du rack, pas au niveau du data center lui-même. On aurait encore plus de différence si on le calculait au niveau du data center, mais on ne peut pas prévoir en fait ce que la personne ou l'exploitant a comme matériel en fait pour expulser l'air hors de la salle. Donc là, c'est vraiment l'air chaud hors de la salle. Donc là, c'est vraiment au niveau du rack lui-même. Donc on peut avoir un PUE de l'ordre de 1,03 pour l'immersion cooling, alors que sur de l'IT traditionnel, un refroidissement traditionnel, on sera plutôt de l'ordre de 1,36. À cela, ce qu'il va falloir ajouter au niveau de la salle, c'est qu'il va y avoir des cracks, des systèmes qui vont devoir sortir la chaleur hors de la chambre
de la salle serveur qui va drastiquement faire augmenter ce PUE. Clairement, ça va beaucoup plus augmenter lorsqu'on va être dans une infrastructure traditionnelle que dans une infrastructure au niveau qui va utiliser des systèmes en immersion. La chose aussi que l'on va remarquer, c'est qu'on va aussi avoir un énorme gain au niveau de l'empreinte, au niveau de la place, donc sur la taille clairement des racks. Si par exemple on prend l'exemple d'un data center traditionnel avec 200 racks, avec un rack power de 5 kW, donc ça nous fait un data center de 1 MW sur 1000 m², nous allons avoir donc 200 racks environ. Ça, si on veut la même puissance électrique, serait réduit à peu près à 90 m², car nous n'aurions plus besoin seulement que de 32 bacs en immersion. Donc, on a réellement cette idée de déjà, je gagne de l'argent et de l'efficacité énergétique, mais ensuite, au niveau de la place et au niveau on va dire, de l'encombrement de mes racks, je suis gagnant également. Donc, les avantages et les impacts, donc, que c'est clairement notamment une réduction de la consommation énergétique et l'amélioration aussi des performances et de la réactivité des systèmes. Alors, ce que j'entends par amélioration des performances, c'est notamment la réduction de la latence. En fait, vu qu'on va avoir moins d'équipements, on va rapprocher physiquement les serveurs des points d'accès, réseau notamment, et du coup, on va avoir une réduction de la latence et ça va améliorer aussi la réactivité des applications. Donc, ça a aussi des intérêts à ce niveau-là. En effet, moins de distance physique, ça veut dire quand même moins de temps de transit pour les données, ce qui se traduit par des performances qui vont être plus rapides. De plus, on peut observer aussi une augmentation de la bande passante en densifiant les équipements réseau, parce qu'on a aussi une meilleure interconnexion entre les serveurs, le stockage et le réseau, et ça améliore en fait la coordination des ressources. En effet, on est du coup sur une économie au niveau des câblages, au niveau des switches, donc on va avoir une infrastructure qui est beaucoup plus simple, donc qui va être aussi beaucoup plus simple à maintenir, qui va être moins chère et plus efficace. Donc, on va aussi observer une économie d'échelle sur, on va dire, tous les équipements qui vont être autour de l'IT. L'autre point de synergie là qu'on va avoir notamment avec AMD, c'est qu'AMD propose notamment des processeurs qui sont assez performants, qui sont très performants en fait, avec une consommation en fait en watts par cœur qui est vraiment très efficace. Ce qu'on observe aussi, c'est que plus on va aller vers des processeurs qui vont avoir un nombre de cœurs important, plus ce ratio watt par cœur est faible. Donc là, on voit bien, hein, avec un 16 cœurs et un TDP de 200 watts, on va avoir 12,5 watts par cœur, alors qu'on est en dessous de 3 pour donc à peu près 4 fois moins pour un processeur qui va avoir 128 cœurs. Donc ça, c'est aussi très important au niveau de cette densification, c'est que densifier le nombre de cœurs a aussi des avantages. Alors certes, le processeur coûte plus cher, mais il va consommer moins et va vous permettre, en fonction de votre workload, bien entendu, de pouvoir faire des économies d'échelle aussi à ce niveau-là. Donc, pour conclure, hein, puisque après on est revenu un peu au niveau du composant, donc je laisserai Cyril vous parler un peu des technologies AMD. Donc l'efficacité énergie, en fait, au niveau de la densification, on va vraiment s'intéresser à fond au niveau du refroidissement et au niveau des composants tels que les processeurs. Ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que ces technologies aujourd'hui, elles existent et qu'elles se perfectionnent. Donc, c'est pas quelque chose qui est difficile à atteindre aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps, cette densification. Les technologies de refroidissement existent et elles se perfectionnent. Notamment, on voit que si jamais il y a encore des augmentations, il existe aussi des solutions, par exemple en immersion dual phase ou ce genre de choses, qui permettent déjà d'anticiper s'il y a encore des évolutions à ce niveau-là. Et donc, c'est toujours intéressant de voir que finalement, il y a toujours une solution pour ce genre de choses. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette présentation. Et maintenant, je laisse place à Cyril qui va enchaîner donc, avec les technologies AMD. Merci bien Jean-Jacques, pardon. Je pense que maintenant vous devez pouvoir voir mon écran.
Oui. Je vais embrayer du coup sur les technologies que AMD aujourd'hui offre sur le marché du data center. Après que Jean-Jacques ait touché les différentes solutions de refroidissement d'une part, mais aussi surtout mentionner les différentes possibilités de concentration, hein, certaines qui sont du domaine de la consolidation, dans le sens où on va faire tourner plus de choses sur un nombre plus réduit de systèmes. Et le second, qui est véritablement la concentration, à savoir mettre plus de serveurs dans une même armoire pour en tirer les bénéfices qui vont avec. Du côté AMD, on ne fournit que quelques composants, mais qui sont néanmoins indispensables pour faire tourner vos applications. À savoir, aujourd'hui, je vais vous parler des dernières générations des processeurs pour les serveurs et faire un focus tout particulier sur les nouvelles générations aussi de la série 8004 qui ont été annoncées hier et qui vont se rajouter au catalogue. Pour cette quatrième génération de aujourd'hui, ce sont les processeurs les plus performants sur le marché. Ce qu'AMD a souhaité faire, c'est offrir différentes typologies de produits pour répondre à différents besoins. Et cela conduit à une gamme de produits plus étoffée que ce que vous pouviez voir par le passé. Et je vais rentrer un peu plus également dans les détails sur cet aspect-là. L'idée sous-jacente, bien sûr, c'est toujours de répondre à vos besoins, quels qu'ils soient, que ce soit en termes de consolidation, en termes d'amélioration de l'efficacité. Et pour aller dans cette voie, il faut aussi considérer justement aller dans cette optique de consolidation. Et enfin, on a aussi souhaité accélérer la mise à disposition de ces différentes solutions en les offrant le plus rapidement possible. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous retracez l'historique d'un retour d'AMD sur le marché du serveur en 2017, on pourrait dire que le véritable retour a eu lieu lors de la seconde génération des séries EPYC 7002 avec ROM, puisque ce produit était en position de leadership tant en termes de performance globale du produit qu'en termes d'efficacité énergétique. La génération précédente était plus un produit tout à fait comparable, bien sûr, mais sans avancée majeure. Le chemin a continué et AMD a commencé à se diversifier. C'était ce que je vous indiquais précédemment, à savoir avec la troisième génération des processeurs toujours classiques et avec un grand nombre de cœurs et la meilleure efficacité énergétique du marché. Mais on a aussi commencé à offrir des produits diversifiés, notamment des modèles haute fréquence et également des modèles avec un cache triplé. Et pour ce faire, on a bien sûr fait évoluer notre manière de concevoir les processeurs avec l'utilisation à la fois de stacking et de chiplets multiples pour concevoir plus rapidement et mettre sur le marché plus rapidement un processeur. Aujourd'hui, avec cette quatrième génération, on pousse la démarche encore plus loin dans le sens où on continue de fournir les processeurs General Purpose, à savoir les séries EPYC 9004, qui sont ceux qui vont offrir la plus haute performance au cœur, qui vont également être disponibles en modèle haute fréquence, mais pour des workloads très particuliers qui bénéficient, qui sont très sensibles à la bande passante mémoire et à la taille de cache, on continue et on les met sur le marché beaucoup plus rapidement que la génération précédente des modèles EPYC 9004 qui se terminent avec un X, c'est à savoir qui utilisent les mêmes cœurs que notre génération Genoa lancée en 2022, mais qui ont triplé la taille de cache. On dépasse quand même 1 giga de cache sur le modèle à 96 cœurs. On a également souhaité adresser le marché des clients qui veulent une
une capacité de traitement parallèle maximale tout en bénéficiant de la meilleure efficacité énergétique. Pour ce faire, on a sorti la série EPYC 9704 avec les processeurs Bergamo qui sont existants en deux modèles, un en 112 cœurs, un en 128 cœurs. Et comme vous pouvez le voir, ces processeurs sont quand même véritablement des machines dotées d'un niveau de performance tellement significatif qu'il commençait à manquer dans la gamme un produit un petit peu plus entrée de gamme, entre guillemets, hein, véritablement entre guillemets, qui permettait d'adresser des workloads et des besoins en termes de capacité de traitement plus modestes. Et pour ce faire, on a donc annoncé hier la série AMD EPYC 8004 avec le nom de code Siena, qui se rajoute à cette gamme et qui permet justement d'aller aussi adresser cet élément particulier des plateformes un peu plus modestes. J'avais aussi indiqué la partie performance, et avec les produits Genoa lancés en 2022, AMD n'a fait que battre des records de performance précédemment établis par les générations précédentes des processeurs AMD EPYC, et ce dans tous les domaines, hein, que ce soit dans les workloads de type enterprise classique, que ce soit des bases de données, que ce soit des ERP. Aujourd'hui, par exemple, l'appliance de base de données la plus performante du marché, qui est l'Oracle Exadata, a migré sur de l'AMD. Sont également des benchmarks classiques, hein, sur des accès web, sur de la virtualisation, les VMmark, les VMmark autour de vSAN, et puis bien évidemment les benchmarks autour de l'efficacité énergétique comme les Spec Power. Donc c'est une position assez confortable pour nous, ça vous permet de continuer de croître énormément, mais c'est aussi important pour un challenger de se démarquer aussi en fournissant les produits les plus performants du marché. Sur le secteur du calcul haute performance, aujourd'hui AMD détient la très grande majorité du haut du classement, a bénéficié du plus grand nombre d'entrées de nouveaux clusters utilisant nos technologies dans le classement mondial Top 500, et également trust les plus hautes positions dans le Green 500, qui sont les clusters les plus efficaces, que ce soit par le biais de nos CPU, mais également par le biais de la conjonction des CPU et des GPU AMD pour faire du calcul. On a également mis à disposition, et vous pouvez aller sur le site amd.com, l'URL est tout en haut de cette partie, au milieu de ce slide, différents outils de comparaison. Ils sont destinés à comparer soit des environnements virtualisés, là on pousse aussi la démarche autour de la consolidation, mais également des comparaisons basées sur des métriques de performance, de nombre de cœurs, de systèmes équivalents, avec une base de données assez riche, hein, qui repose à la fois par exemple sur les coûts énergétiques relatifs aux différentes régions, puisque l'Europe a été quand même plus impactée sur le coût de l'énergie que d'autres régions du monde. Mais il y a une possibilité de flexibilité pour obtenir un résultat comparatif, et notamment des benchmarks. Le site est hébergé sur le site AMD, mais les données relatives aux benchmarks de performance, comme les specs CPU, sont directement issues du site spec.org. Hein. AMD ne publie rien, puisque seuls les constructeurs peuvent publier quelque chose sur spec.org, et la totalité des scores publiés sont validés la plupart du temps par les compétiteurs de ceux qui soumettent un résultat, ce qui permet d'avoir une certaine transparence à ce niveau-là. Et je vous engage, si vous êtes intéressé par cette partie potentialité de réduction des coûts énergétiques et d'amélioration de votre empreinte générale dans votre data center, je vous engage à non seulement regarder les solutions autour de CRSI, puisque la solution de cooling a une part significative, hein, comme l'indiquait Jean-Jacques, ne serait-ce que sur les premiers éléments de
de mesure de carbone footprint d'un serveur, par exemple. On voit bien que sur un serveur aujourd'hui, les méthodes de mesure font que la consommation électrique de celui-ci représente environ 80% de son empreinte carbone, alors que sur des PC plus traditionnels, type des laptops ou des stations de travail, mais surtout les laptops, c'est un effet totalement inverse, à savoir que le coût de construction, et notamment du fait de la batterie, représente 80% environ de l'empreinte carbone, et la consommation énergétique représente plutôt entre 16 et 20% des pourcentages restants de l'empreinte énergétique sur une durée de 4 ans. Donc on voit toute l'importance que peut avoir l'optimisation de la consommation électrique dans un data center par rapport à ces serveurs. La série donc 8004 qui vient d'être annoncée, comme je vous l'avais indiqué, on a sorti fin 2022 et complété cette série 9004, qui est une série très capacitive, qui peut monter jusqu'à 128 cœurs maintenant, des TDP plus élevés, puisque là on monte beaucoup plus haut en termes de consolidation, beaucoup de canaux mémoire pour pouvoir vous offrir une grosse capacité mémoire. Ça permet d'aller avec l'augmentation du nombre de cœurs et de la puissance de traitement globale. Les entrées-sorties ne sont pas en reste, avec également jusqu'à 128 liens PCI Gen 5 par serveur, mono ou biprocesseur. Vous voyez bien qu'avec ce type d'architecture, on a véritablement une puissance de traitement extrêmement significative, à tel point d'ailleurs qu'avec un seul processeur, on peut remplacer la plupart des biprocesseurs des produits en compétition avec ces produits AMD. Du coup, on a sorti un produit plus modeste qui s'appelle du coup la série 8004, plus modeste en nombre de cœurs, puisqu'on va la limiter à seulement 64 cœurs, qui va utiliser des TDP plus réduits pour continuer de préserver une efficacité énergétique optimisée sur ce type de produit. Seulement 6 canaux mémoire et puis du PCI Gen 5 avec 96 liens au lieu de 128 sur la carte mère, et aussi limité à un monoprocesseur. Donc des capacités un peu plus modestes, mais qui commencent aussi avec des processeurs avec un très faible nombre de cœurs, chose qui économiquement avait peu de sens sur la plateforme en série 9000, qui elle commence à 16 cœurs. Et en passant d'ailleurs, 16 cœurs ne vous permettent absolument pas de saturer 12 canaux mémoire DDR5. Il faut plutôt cibler du 24 ou du 32 cœurs pour aller commencer à saturer cette partie mémoire, par exemple, sur cette série-là. Donc il faut pouvoir offrir un produit intermédiaire. C'est tout à fait ce que va fournir cette EPYC série 8004. Et qu'est-ce qu'on a rajouté aussi sur à la fois le très haut de gamme avec les modèles à 128 cœurs, mais cette nouvelle génération série 8004, on a utilisé une deuxième itération de notre 4e génération de cœurs, qui s'appelle Zen 4C, dans le sens où c'est une optimisation, non pas un cœur différent, on fournit exactement le même jeu d'instructions, les mêmes ISA, vous utilisez les mêmes compilateurs, les binaires, même optimisés, vont fonctionner de façon optimisée des deux côtés. On a décidé de ne pas rajouter de la complexité en ayant des jeux d'instructions différents entre les deux cœurs. Mais ce que l'on a fait, c'est en termes de fabrication. Vous savez, pour faire un cœur, on va graver des transistors sur une couche de silicium. Et plus on est fin dans la gravure, et aujourd'hui AMD est en avance sur ce point-là, ce qui nous permet aussi d'être efficace en performance par watt. Lorsque on a beaucoup de transistors et qu'on les stresse, ça génère des points chauds. Il se trouve que si on veut obtenir la meilleure performance par cœur, il faut que ces points chauds ne soient pas trop près les uns des autres, et par conséquent, il faut considérer éloigner les points chauds les uns des autres. La problématique sous-jacente, c'est que lorsque vous éloignez les points chauds, il faut le faire en préservant le signal. Et donc, à la fois vous occupez
un espace plus grand en termes de taille du processeur, taille du die, mais vous êtes obligé aussi de rajouter des transistors, éventuellement de rajouter des broches pour pouvoir alimenter et préserver le signal. Et préserver le signal, ça génère aussi des pertes additionnelles, donc une efficacité moins grande. Ce que l'on fait avec le cœur Zen 4C, c'est qu'on autorise les points chauds à être plus près les uns des autres, mais à continuer de fonctionner sans que ça pose un souci, en réduisant légèrement les fréquences de boost maximum et les fréquences de base. C'est là tout le principe que l'on a entre ces deux cœurs, qui restent les mêmes. Et la conséquence, c'est qu'on a économisé ces déperditions d'énergie pour déporter les points chauds à une distance plus grande. En naviguant la latence, c'était un petit peu le même principe que ce que Jean-Jacques expliquait par rapport au réseau et le rapprochement des nœuds connectés vers un moins grand nombre de switches et éviter les cascades de switches, par exemple. Et on gagne en efficacité à la fin également, puisque les fréquences apportent une consommation plus importante par rapport au niveau de performance qu'elles vont apporter par ailleurs. Il faut savoir qu'une fréquence, c'est pas un élément qui permet de comparer deux générations de processeurs différentes. Ça permet tout au mieux de comparer une même génération. Là, effectivement, si vous êtes sur la même architecture, augmenter la fréquence va vous permettre d'augmenter la performance de ce cœur, mais souvent au prix d'une dégradation de l'efficacité énergétique. Et donc, on a créé ce processeur avec plus modeste, jusqu'à 64 cœurs, en série 8004, avec cette optimisation du fait de l'utilisation de ce cœur Zen 4C, et qui va apporter sur ce créneau particulier des serveurs aussi entrée de gamme, un leadership encore plus poussé en termes de performance par watt que ce que AMD pouvait fournir aujourd'hui sur les General Purpose CPU du monde du serveur. Donc ça se traduit comment? Ça se traduit, pour faire court, avec les modèles à 64 cœurs, un meilleur TCO en termes de perf par watt par dollar. Bien sûr, ce ne sont pas les meilleures performances par cœur, ni les meilleures performances globales, puisque Genoa peut monter jusqu'à 96 cœurs, mais un nombre de cœurs identique à une fréquence plus élevée, donc est plus performant. Ce n'est pas la plus grande quantité de cache par corps non plus, puisque là aussi, il y a une réduction pour améliorer l'efficacité énergétique, mais c'est véritablement la perf par watt et puis le TCO qui reste meilleur sur ce type d'architecture. Ces processeurs, comme ils sont moins capacitifs, ils vont aller de 8 cœurs jusqu'à 64 cœurs en passant par tous les intermédiaires multiples de 8 la plupart du temps, donc 8, 16, 24, 32, 48 et 64 cœurs. Ça vous permet d'aller vers des densités de serveurs indépendants les uns des autres, avec par exemple les systèmes avec 3 serveurs par rack unit que de CRSI mais sur le marché. Ça permet également de répondre à des besoins plus modestes lorsque vous avez par exemple beaucoup de sites et que vous souhaitez mettre quelques serveurs, et là vous pouvez bien sûr continuer d'utiliser le air cooling puisque les TDP sont quand même très réduits, et on voit d'ailleurs aujourd'hui une très grande capacité d'utilisation de ces dernières générations directement pour le déploiement de la 5G, puisque c'est véritablement ce qu'il faut, des consommations pas très élevées, une capacité de traitement extrême. Avec les 64 cœurs, on n'est pas en reste, avec des capacités d'entrée-sortie très fortes également. Et donc, tous ces petits workloads, y compris dans le cadre d'une consolidation de rack, va aussi pouvoir être servi par ce type de processeur. Donc, comme j'avais indiqué, la consommation électrique globale, aujourd'hui, le produit le plus efficace qui utilise aussi ces mêmes cœurs Zen 4C que je viens de détailler est le produit AMD EPIC 9754 avec 128 cœurs. Sur le benchmark Spec Power, on est à 33 300 opérations Java par watt contre 16 900 sur le produit le plus efficace côté Intel, qui est le 8490H, celui qui a également le plus grand nombre de cœurs, puisqu'en général, plus on monte dans les cœurs sur une même architecture, plus on est efficace.
Donc vous voyez que le niveau de performance est quand même significativement à l'avantage du processeur AMD EPYC 9754, même s'il a un nombre de cœurs beaucoup plus élevé. Si on se compare avec un 64 cœurs versus un 52 cœurs dans les séries telco spécifiques, on a également un écart très significatif, là encore venant du cœur Zen 4C, avec nos produits 64 cœurs qui ont été annoncés hier. 27 000 opérations versus 12 000. Écart significatif, là encore. Et si on compare toute la gamme qui a été annoncée hier, du 8 cœurs jusqu'au 64 cœurs, même avec un faible nombre de cœurs, on reste très bon avec ce cœur Zen 4C, puisque côté AMD, même avec 24 cœurs, on arrive à atteindre le niveau d'efficacité du modèle 60 cœurs le plus efficient côté Intel. On est un petit peu en dessous, mais on n'est pas loin. Et puis, avec les modèles 32 cœurs et au-dessus, on est largement plus efficace. Donc, c'est assez intéressant pour votre TCO global. Et c'est une solution à vraiment considérer pour ça. On n'est pas en reste sur le niveau de performance, mais là, c'est pas nouveau. Ça fait maintenant quelques années qu'AMD est en position de leadership à ce niveau-là, puisque avec cette 4e génération de cœurs, on est bon sur tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois sur le multicœur, y compris un nombre de cœurs identiques, puisqu'on est également plus élevé en termes de performance au cœur, avec des fréquences aussi plus élevées sur les modèles Genoa. Et on a par exemple avec ce modèle telco basé sur du SpecInt environ 40% de performance en plus pour un niveau de consommation plus réduit de cette plateforme versus le 8471N qui est un processeur spécialisé telco. Ces processeurs EPYC de 4e génération, ils ont des modèles optimisés pour l'efficacité énergétique. Les modèles non optimisés pour l'efficacité énergétique, entre guillemets, restent meilleurs que les produits Intel aujourd'hui sur le marché, de par l'utilisation du 5 nanomètres notamment, et puis de par notre architecture qui est conçue pour être efficace énergétiquement aussi. Pas d'impact software entre les deux différents types de cœurs, puisque ce sont les mêmes jeux d'instructions. Choix simplifié, mais aussi on vous laisse le choix avec les différents produits, avec plus de cache, avec des fréquences plus élevées, avec une plateforme plus modeste également, et puis le meilleur moyen aussi d'optimiser vos consommations électriques. En termes de synthèse, les EPYC 9004 classiques génois jusqu'à 1,7 fois les performances en Java. Les modèles avec 3DV cache, c'est véritablement pour les workloads qui sont très sensibles à la bande passante mémoire, les applications CFD, les applications avec des très fortes licences, coût de licence par cœur, type EDA par exemple. Les processeurs Bergamo, ceux-là sont les plus efficaces, mais c'est véritablement un très gros processeur. Il faut véritablement avoir beaucoup de workload à faire tourner en parallèle, puisque ce sont des processeurs à 128 cœurs qui peuvent tourner dans une plateforme biprocesseur, donc 256 cœurs par système, 512 threads. Et puis Siena qui vient de sortir pour adresser ces workloads qui ont aussi un besoin d'une efficacité énergétique optimale, mais qui peuvent se retrouver dans des serveurs plus modestes avec du air cooling déployé un petit peu partout, y compris dans des environnements plus difficiles et qui ont été annoncés hier et qui vont se rajouter dans les catalogues des offres à disposition et notamment aussi chez de CRSI. Et puis, je voulais conclure avec juste un dernier élément qui est celui des GPU et des accélérateurs. On a aussi une gamme de GPU disponibles, MI100 qui sont en train de disparaître puisqu'on a aussi la gamme MI200 aussi disponible au format PCI Express avec la version MI210. Et comme vous le voyez, par rapport à ces contraintes de refroidissement, d'augmentation des performances et des TDP souvent qui vont avec, même si génération après génération, quoi qu'il arrive, on a toujours augmenté la performance par watt, il y a effectivement une tendance à avoir une augmentation de TDP. Et
cela a conduit sur les GPU utilisés pour le calcul en particulier, à utiliser un form factor différent de celui du PCI Express, qui est pas forcément le plus pratique, qui est assez gros, et en utilisant ce que l'on appelle les OAM, sont des modules, un petit peu comme un CPU, à la différence que, en plus d'intégrer les cœurs du GPU, pour un GPU, on intègre aussi les mémoires sur ce module. Et on va ensuite le refroidir, alors soit par une solution innovante type air cooling ou direct liquid cooling, mais aussi lorsque on est encore en air cooling par un heatsink, comme on le ferait avec un CPU, pour refroidir ce module. Ce module, en version MI250 ou MI250X, correspond à 2 GPU PCI Express MI210. On peut en interconnecter 4 d'entre eux sur une carte mère particulière pour apporter une cohérence mémoire. Et on va continuer dans cette montée en charge, puisqu'on a aujourd'hui indiqué publiquement qu'on sortirait une nouvelle itération de ces accélérateurs qui vont s'appeler MI300 sous forme de modules encore plus performants pour adresser à la fois le monde du calcul haute performance, puisqu'aujourd'hui ce sont ces types de solutions qui ont permis à AMD d'avoir le plus gros cluster du top 500, mais également le premier cluster à dépasser un hexaflop en double précision. Là, on parle de calcul scientifique, donc double précision, 64 bits, c'est du pur et du dur. Bien évidemment, dès qu'on commence à parler des flops autour de l'intelligence artificielle, là, on rentre dans des dimensions beaucoup plus élevées, puisque ce même cluster hexaflopique est pas loin des 8 hexaflops déjà lorsqu'il a été mis sur le marché il y a un peu plus d'1 an en mode flop d'intelligence artificielle. Voilà, ce ne sont pas des flops au sens où on l'entend, dans le sens où l'intelligence artificielle utilise différents algorithmes qui nécessitent que les données soient triées, mais qui permettent d'utiliser une précision moindre, notamment des précisions à 16 bits au lieu des flops habituellement à 64 bits, voire même à 8 bits. Et ça permet d'augmenter artificiellement le nombre de flops, sachant que là, on ne parle pas des mêmes flops, absolument pas. Voilà pour cette partie côté AMD. Je pense qu'on a maintenant un petit peu de temps, peut-être un petit peu moins que prévu pour les questions-réponses. Je vais arrêter de partager mon écran et regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rentrer dans le chat comme Corentin l'avait indiqué. Et je ne sais pas si les micros vont être ensuite activés. En tous les cas, on vous remercie tous pour votre présence à ce webinaire et au plaisir, si vous avez des questions que vous ne souhaitez pas poser ici, pour essayer d'y répondre directement par la suite. Merci Cyril, merci Jean-Jacques. Donc, j'ai l'impression que quelqu'un est sur le point de s'exprimer dans le chat. Je vais laisser le temps de cette dernière question, à moins qu'il y en ait d'autres. Donc là, je voulais quand même dire que si certains en avaient l'envie, on pouvait vous donner les emails de Jean-Jacques et Cyril qui restent joignables si vous avez des questions concernant les serveurs ou les différentes puces AMD telles qu'elles sont en développement.
Eh bien, Ceux qui le merci souhaitent, à tous. Cyril, attends, juste Cyril et Oui. moi-même, nous avons mis notre mail dans la discussion, là, dans la conversation, donc n'hésitez pas à nous joindre par mail si vous en avez besoin. Voilà. Bah, merci à tous. Au revoir. Au revoir.